Généralement, la culture populaire nous vend la réussite comme une sorte de montage vidéo ultra dynamique, tu vois le genre. Ah oui, toujours avec la grosse musique, épique derrière. Voilà, c'est ça. Le protagoniste qui s'entraîne sous une pluie battante, ou alors il étudie frénétiquement en pleine nuit avec une montagne de tasses de café autour de lui, et soudain, Et voilà, la ligne d'arrivée est franchie. c'est propre, c'est spectaculaire, mais en fait c'est surtout un mythe absolument destructeur. Quand on regarde comment fonctionne vraiment le comportement humain, tout ce scénario hollywoodien s'effondre. Complètement. La réalité du progrès au quotidien, elle est beaucoup moins cinématographique, mais elle est infiniment plus puissante. C'est d'ailleurs exactement là qu'on reprend notre exploration d'aujourd'hui. Ouais, on continue de creuser ces concepts fondamentaux. Et pour illustrer ça, il y a cette histoire hallucinante dans nos sources sur l'équipe cycliste britannique au début des années 2000. Franchement, faut imaginer le désastre. Pendant 110 ans, cette équipe a incarné la médiocrité absolue. C'est vrai que c'était catastrophique. Ils avaient gagné quoi? Une seule médaille d'or depuis 1908? C'est ça. Leur performance était tellement mauvaise qu'à un moment donné, une des plus grandes marques européennes de vélo a tout bonnement refusé de leur vendre du matériel. Ah ouais, carrément. Genre, j'avais peur que les autres cyclistes professionnels les voient sur leur vélo et que ça détruise la réputation de la marque. C'est vraiment le fond du gouffre. Et puis, soudainement, sans aucun miracle apparent, ils se mettent à dominer le monde entier. Et pas grâce à une action massive ou un effort titanesque, mais vraiment grâce à l'obsession d'un seul petit concept. Et ce concept, c'est l'agrégation des gains marginaux. Tout bascule en 2003 avec l'arrivée d'un nouveau directeur de la performance, Dave Brailsford. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il n'arrive pas avec un grand discours de motivation, tu vois, le truc typique des films de sport. Non, c'est pas du tout le coach qui crie dans les vestiaires. Exactement. Il arrive avec une philosophie analytique super froide, presque clinique en fait. Son idée, c'était de décomposer absolument tout ce qui entre dans la pratique du cyclisme et de chercher une infime marge d'amélioration d'à peine 1% dans chaque petit détail. Et quand on regarde les détails qu'ils ont modifiés, c'est complètement délirant. Enfin, je veux dire, bien sûr, ils ont fait ce qu'on attend d'une équipe pro. Ils ont redessiné les selles pour qu'elles soient plus confortables. Ils ont testé des combinaisons en soufflerie. Bon, la base, quoi. Oui, l'optimisation classique. Mais ils sont allés tellement plus loin. Ils ont commencé à frotter les pneus avec de l'alcool pour améliorer l'adhérence de, genre, quelques millimètres. Ils ont fait porter des surchauffes chauffants aux coureurs. Ah oui, pour maintenir la température musculaire idéale entre les courses, c'est brillant. Ouais, et attends, il y a pire. Ils ont peint l'intérieur de leur camion de transport en blanc immaculé. Juste pour repérer la poussière, c'est ça? Exactement. Simplement pour voir la moindre petite particule de poussière qui pourrait s'infiltrer et, je sais pas, enrayer la mécanique ultra précise des vélos. Et le clou au spectacle, ils ont engagé un chirurgien. Pour réapprendre aux cyclistes à se laver les mains, je trouve cet exemple génial. C'est fou. Un chirurgien juste pour leur montrer la méthode parfaite de lavage de mains pour éviter qu'ils n'attrapent un rhume avant une compétition. Et la corrélation avec les résultats, elle est implacable. Seulement 5 ans plus tard, l'équipe britannique rafle 60% des médailles d'or sur piste aux Jeux Olympiques de Pékin. C'est un truc de dingue. Et derrière, ils instaurent une hégémonie totale sur le Tour de France, avec 5 victoires en 6 ans. C'est vraiment la puissance mathématique de cette règle du 1%. Parce qu'une amélioration d'1% chaque jour, sur le moment, c'est invisible. Mais son accumulation, elle suit la même logique que les intérêts composés en finance. Ouais, la magie des intérêts composés. Mathématiquement parlant, si on s'améliore d'1% tous les jours, pendant un an, on finit par être presque 38 fois meilleur à la fin de l'année. 38 fois. Bon, alors attends, je vais me faire l'avocat du diable, 2 secondes ici. Le problème avec cette théorie du 1%, c'est que c'est hyper beau sur le papier. C'est limpide pour un cycliste qui peut, tu vois, mesurer ses watts ou ses dixièmes de seconde avec des capteurs. Mais dans la vraie vie, Ouais, je vois ce que tu veux dire. comment est-ce qu'on mesure 1% d'amélioration dans sa capacité à être un bon parent ou à mieux gérer son stress au travail ou, je sais pas, à écrire un livre? Franchement, c'est impossible de quantifier ça. Mais c'est une excellente remarque. En fait, il ne faut pas prendre cette règle comme une équation littérale stricte qu'on doit appliquer à tout. C'est avant tout un modèle mental. Un modèle mental, c'est-à-dire? L'idée, c'est pas de mesurer au dixième près, mais plutôt de traquer et d'éliminer les micro-frictions du quotidien. Si on reprend ton exemple d'écrire un livre, le 1%, c'est pas de calculer pour écrire exactement 1% de mots en plus chaque jour. Ce serait ingérable de toute façon. C'est clair.
Non, c'est peut-être le simple fait de laisser ton ordinateur ouvert sur ton bureau la veille au soir avec le bon logiciel lancé. C'est un micro-ajustement qui réduit la friction pour le lendemain matin. C'est vraiment ça la symétrie de l'effort. Un changement minuscule au départ qui modifie complètement la trajectoire à l'arrivée. À l'idée de la trajectoire, ça me fait penser direct à cette analogie du vol d'avion qu'on a dans nos sources. C'est une super image. Oui, celle du vol de Los Angeles à New York. Exactement. Imaginons qu'un avion décolle de Los Angeles pour aller à New York. Si le pilote modifie le cap d'à peine 3,5 degrés vers le sud au moment du décollage, le nez de l'appareil ne bouge que de quelques mètres, pas plus. Dans la cabine, personne ne remarque absolument rien. Rien du tout. Les passagers boivent leur café tranquillement. Mais à l'échelle d'un continent entier, ce micro-changement finit par amener l'avion à atterrir à Washington au lieu de New York. C'est une belle métaphore. La mathématique est séduisante. Mais il y a un mais, je le sens. Bah oui, il y a un gros mais. Si c'est si simple, pourquoi il y a un bug majeur dans la pratique? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à tenir une résolution du Nouvel An en plus de 3 semaines? Si ces petits changements sont si puissants, pourquoi notre biologie semble les rejeter avec autant de force? C'est parce que notre cerveau, il est fondamentalement câblé pour la linéarité. Alors que les habitudes, elles fonctionnent de manière exponentielle. C'est-à-dire? Eh bien, ça crée ce grand gouffre psychologique que les concepts d'aujourd'hui appellent la vallée de la déception. En gros, si on fournit un effort aujourd'hui, notre cerveau primitif exige une récompense ou un résultat visible dès demain matin. C'est vraiment un mécanisme de survie archaïque. Le fameux besoin de gratification immédiate. Exactement. Sauf que l'accumulation des gains marginaux, elle ne donne rien dans l'immédiat. C'est là que la métaphore du glaçon intervient et illustre parfaitement cette frustration. Ah oui, l'histoire de la pièce froide. Elle est géniale, celle-là. Vas-y, raconte-la. Alors, imaginons une pièce où il fait moins 3,8 degrés Celsius. Un glaçon est posé au centre sur une table. On commence à réchauffer la pièce très très lentement. On passe à moins 3 degrés, moins 2. On injecte de l'énergie, on fait le travail. Voilà, et le glaçon, il ne bouge pas d'un seul millimètre. On passe à moins 1 degré, toujours rien. Le glaçon est intact. Et à ce stade, la sensation d'injustice, elle est totale. On a vraiment l'impression que tous ces efforts ne servent absolument à rien. Et c'est exactement à ce moment précis, dans cette fameuse vallée de la déception, que la grande majorité des gens abandonnent. On se lève à 5 heures du matin pour aller courir pendant 3 semaines, on monte sur la balance et l'aiguille n'a pas bougé d'un gramme. Et là, on se dit, ça marche pas, j'arrête tout. C'est la conclusion logique, oui, mais elle est totalement erronée. Pourtant, le travail n'était pas utile du tout. Il était en train de modifier la trajectoire de façon invisible. Dans notre métaphore de la pièce froide, quand la température passe soudainement de moins 0,1 à 0 degré, le glaçon commence à fondre. Mais c'est pas ce dernier dixième de degré qui a fait tout le boulot. Exactement. C'est toute l'énergie accumulée depuis le début, depuis les moins 3 degrés. C'est ce qu'on appelle le potentiel latent. L'effort n'était pas perdu, il était simplement stocké en réserve. Alors, c'est très clair sur le plan métaphorique. J'aime beaucoup l'idée de l'énergie stockée. Mais concrètement, comment on survit à ça au quotidien? Parce que, franchement, savoir que l'énergie est stockée en réserve, ça ne rend pas le footing à 5 heures du matin sous la pluie plus agréable. Non, ça c'est sûr. Notre besoin de dopamine y crie d'arrêter. Qu'est-ce qui cloche dans notre approche psychologique pour qu'on se torture autant avec ça? Ce qui cloche, c'est notre obsession quasi maladive pour les objectifs. C'est vraiment un changement de paradigme crucial dans ce qu'on analyse aujourd'hui. Il faut arrêter de se focaliser sur les objectifs et se concentrer exclusivement sur les systèmes. Les systèmes. Oui, l'objectif, c'est le résultat final souhaité. Le système, c'est le processus quotidien qui y mène. Et le problème, c'est que se concentrer uniquement sur le résultat, ça crée d'immenses failles cognitives. Ah, tu penses au biais du survivant, par exemple? Complètement. C'est fou ça, parce qu'on a toujours tendance à regarder, disons, le vainqueur de la médaille d'or aux Jeux Olympiques, on le regarde sur le podium et on se dit avec beaucoup d'admiration « Waouh, quel champion! Il avait cet objectif clair de gagner, c'est pour ça qu'il a réussi. » Ce qui est totalement absurde quand on y réfléchit 2 secondes. Mais oui, parce qu'on fait jamais d'interview avec les athlètes qui sont arrivés en dernière position pour leur demander, s'ils avaient l'objectif de perdre. Bah non, évidemment. Tous les compétiteurs avaient exactement le même objectif, la médaille d'or. L'objectif ne différencie donc absolument pas les gagnants des perdants. C'est ouf de réaliser ça. Et c'est pour ça que l'objectif ne fixe que la direction. C'est vraiment le système mis en place en amont, les processus d'entraînement, la récupération, qui détermine le succès. Il y a un autre piège majeur avec cette culture des objectifs d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'effet éphémère.
L'effet éphémère, c'est l'histoire de la chambre en désordre, non? C'est ça. Imaginons une chambre qui est un bazar innommable. Tu rassembles ta motivation, tu te fixes l'objectif de la ranger, tu passes 1 heure dessus et hop, la chambre est impeccable. L'objectif est atteint. Victoire. Victoire à court terme, oui. Mais si tes habitudes fondamentales, par exemple, t'as tendance à jeter tes vêtements par terre en rentrant du boulot fatigué, si ça ne change pas. Une semaine plus tard, la chambre est de nouveau un champ de bataille. Voilà, parce qu'on a traité le symptôme, le désordre, sans jamais s'attaquer à la cause, l'habitude. C'est le fameux mythe de la transformation instantanée qui ressurgit. Et je trouve que ça nous enferme dans une boucle super toxique, en fait. C'est le fait de reporter constamment le bonheur. Tu sais, le classique, quand j'aurai perdu ces 5 kilos, là, je me sentirai bien. Ou quand j'aurai enfin ma promotion, je pourrai souffler. Oui, on met sa vie sur pause. Exactement. On passe sa vie entière à attendre l'autorisation d'être satisfait, en sautant d'une étape à l'autre. Ça doit être épuisant neurologiquement. Surtout que ça crée un effet rebond destructeur une fois que la ligne d'arrivée est franchie. Prends l'exemple des marathoniens. Beaucoup de personnes s'entraînent comme des fous pendant des mois pour un marathon, mais le lendemain de la course, une fois que la médaille est autour du cou et l'objectif validé, Ils arrêtent complètement de courir. c'est ça. Ils ne chaussent plus leurs baskets pendant des mois. Parce que l'objectif, par définition, il crée une finitude. Une fois qu'il est atteint, qu'est-ce qui te pousse à continuer ? C'est là qu'intervient cette citation géniale de l'entraîneur mythique Bill Walsh. Il disait « Le score se fait tout seul ». Ah oui, très juste. Si, pendant un match, un entraîneur passe son temps à regarder le tableau d'affichage pour voir le score, il ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain. Alors que s'il se concentre sur l'exécution millimétrée de chaque passe, de chaque action, la victoire n'est plus vraiment un objectif, c'est juste un sous-produit inévitable de ce système. C'est une belle façon de le formuler. Les objectifs sont faits pour gagner une seule fois. Les systèmes sont faits pour continuer à jouer indéfiniment. Mais du coup, ça soulève une question hyper épineuse. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un système tienne vraiment sur la durée? Parce qu'on a beau construire le meilleur système du monde sur le papier, s'il faut puiser dans sa propre volonté chaque matin pour l'activer, on finit forcément par craquer. Comment on ancre ça pour que ça devienne presque automatique? Pour que ça s'ancre sans épuiser notre volonté, il faut plonger dans la couche la plus profonde de la psychologie du changement. Il faut visualiser le changement de comportement comme les 3 couches d'un oignon, ou d'un millefeuille, si tu préfères. Ok, je vois l'image. La couche la plus externe, ce sont les résultats. C'est ce qu'on obtient. La couche intermédiaire, ce sont les processus. C'est ce qu'on fait, nos routines. Et le noyau central, tout au fond, c'est l'identité. C'est ce qu'on croit être vrai sur nous-mêmes. Et notre erreur monumentale, c'est qu'on essaie toujours d'éplucher cet oignon de l'extérieur vers l'intérieur. Systématiquement, oui. On commence toujours par les résultats. Bon, je veux perdre du poids. Puis on passe au processus. Donc, je vais me forcer à aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Mais on ne touche jamais au noyau. C'est ça, et on reste au plus profond de soi, quelqu'un qui déteste viscéralement le sport et qui se fait violence pour y aller. Forcément, ça casse. Et c'est ça le point de bascule de toute notre exploration. La vraie clé, c'est d'inverser ce modèle et de créer des habitudes qui sont basées sur l'identité. La différence linguistique peut paraître un peu futile au premier abord, mais neurologiquement parlant, elle est colossale. Un exemple? Se dire « je veux lire un livre », c'est viser un résultat, c'est extérieur. Se dire « je suis un lecteur », c'est une déclaration d'identité. Quand on agit en accord avec son identité profonde, on ne fait plus appel à la force de volonté. On agit simplement en cohérence avec qui l'on est. Un lecteur lit, tout simplement. Force à faire un truc qui ne correspond pas à notre identité, c'est notre cortex préfrontal qui doit turbiner à plein régime. Oui, la zone de la prise de décision consciente. Il doit prendre la décision, peser le pour et le contre, lutter contre la résistance interne, ça consomme une énergie folle. C'est la fameuse fatigue décisionnelle dont on entend souvent parler. Exactement. Mais dès que l'action est liée à l'identité, le cerveau, pour économiser son énergie, il délègue ça au ganglion de la base. La partie qui gère tous nos automatismes. Et là, bam, ça ne coûte presque plus rien en énergie mentale. C'est exactement cette mécanique de préservation d'énergie qui opère. Le cerveau est feignant par nature. Mais bon, évidemment, on ne peut pas juste réveiller un beau matin en se regardant dans le miroir et en se disant « à partir d'aujourd'hui, je suis un grand sportif accompli » et espérer que le cerveau y croit par magie. Ce serait trop facile. L'identité n'est pas innée, elle se forge. Et le mécanisme pour la forger, c'est de considérer chaque petite action quotidienne comme un bulletin de vote. Ah, j'adore cette analogie du vote. Elle est hyper parlante. Vas-y, explique-la. En gros, chaque fois qu'on choisit de lire 10 pages le soir avant de dormir,
On ne devient pas un érudit de la littérature de façon instantanée, mais on dépose un petit bulletin de vote dans l'urne de la personne qui lit. Faire 5 minutes d'étirement le matin, c'est un bulletin de vote pour « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». C'est exactement ça. Et le truc cool, c'est qu'on n'a pas besoin de l'unanimité absolue pour gagner une élection. Si on rate un jour, c'est juste un vote pour l'autre camp, c'est pas la fin du monde. On a juste besoin d'une majorité de votes positifs. C'est l'accumulation de ces minuscules preuves empiriques qui finit par convaincre le cerveau de cette nouvelle identité. Tout à fait. Et cette notion d'accumulation de preuves, elle nous amène directement à la mécanique de l'automatisation. Comment en comportement devient-il ce fameux vote automatique? Pour comprendre ça, il faut décortiquer la boucle de l'habitude. Alors attention, la boucle, déclencheur, action, récompense. Ça, on la connaît. Franchement, on l'a vu 1000 fois en psychologie de comptoir. Oui, le grand classique. Le chien de Pavlov, ou juste le fait d'entrer dans une pièce sombre, de ressentir l'envie d'y voir clair, d'appuyer sur l'interrupteur et paf, d'obtenir la lumière comme récompense. C'est pas vraiment une révélation. En quoi les concepts qu'on voit aujourd'hui apportent une compréhension supérieure de cette mécanique-là? Eh bien, parce qu'ils déconstruisent une idée complètement fausse qu'on se fait de la récompense et de la dopamine. Ah bon? Oui. Pendant très longtemps, on a pensé que le cerveau libérait de la dopamine, tu sais, cette molécule de l'anticipation et de la motivation, uniquement au moment précis où l'on obtient la récompense finale. Les neurosciences modernes montrent que c'est faux. Attendez, la dopamine n'est pas libérée quand on a la récompense? Si, mais le vrai pic de dopamine, le plus important, il se produit au moment de l'anticipation, bien avant l'action. C'est l'étape de l'envie qui précède la réponse. Prenons un exemple simple. Quand tu entends le petit son d'une notification sur ton téléphone, ta dopamine grimpe en flèche avant même que tu n'aies déverrouillé l'écran ou lu le message. Le cerveau, en fait, c'est une immense machine d'anticipation. Mais c'est une distinction fondamentale, ça. Ça veut dire que si on attend de ressentir les bienfaits de l'action à la fin pour se motiver, c'est déjà trop tard en fait. La motivation, elle doit être générée par l'anticipation en amont. Précisément. Et c'est en comprenant cette architecture neuronale de l'anticipation et du déclencheur qu'on peut enfin arrêter de compter sur la force mentale pure. On peut commencer à agir comme un véritable ingénieur de son propre environnement. Ingénieur de son environnement, j'aime bien le terme. De cette boucle en 4 étapes, déclencheur, envie, réponse, récompense, découlent les 4 grandes lois architectoniques pour forger n'importe quel changement. Vas-y, je t'écoute. Pour créer une habitude, première loi, il faut que le déclencheur soit évident. Deuxième loi, il faut que l'envie soit attrayante, justement pour générer ce fameux pic de dopamine anticipatoire. Ok, donc rendre ça visible et sexy. C'est ça. Troisième loi, il faut que l'action en elle-même soit extrêmement facile, qu'il y ait 0 friction. Et quatrième loi, la récompense immédiate doit être satisfaisante. Franchement, quand tu dis ça, je réalise que c'est l'exact inverse de ce qu'on fait tous d'habitude.
Ah bah totalement. Généralement, on cache ses baskets de course tout au fond du placard sous d'autres trucs. Ça, c'est le déclencheur invisible. Mauvais point de départ. Ensuite, on se dit qu'on va aller courir 10 km sous la pluie alors qu'on n'a pas couru depuis des mois. L'action est extrêmement difficile et pas du tout attrayante. La friction est maximale. Et la récompense était morale. Genre perdre 1 kilo ou être en meilleure santé, elle n'arrivera que dans un mois. La boucle est complètement cassée. On construit littéralement des environnements conçus pour l'échec, et après on passe notre temps à se blâmer pour notre soi-disant manque de volonté. C'est exactement ça. Alors que repenser l'environnement, l'ingénieriser, ce serait par exemple préparer ses vêtements de sport et les mettre bien en évidence devant la porte la veille au soir. Ça, c'est le déclencheur évident. Ok, on valide la première loi. Se dire qu'on va courir que 2 minutes, juste le temps de mettre une bonne musique qu'on adore. Ça rend la chose facile et attrayante. Et enfin, savourer un excellent café de spécialité juste en rentrant. La récompense, immédiate et satisfaisante. Tu ne comptes plus sur la motivation, tu as ingénierisé la réussite. Et je pense que c'est vraiment le cœur de l'implication pratique de tout ce qu'on a exploré aujourd'hui. C'est comprendre que le succès, quel que soit le domaine en fait, ce n'est jamais cette ligne d'arrivée qu'on franchit dans un climax spectaculaire sous les applaudissements, hein. Non, c'est un processus beaucoup plus calme. C'est une ingénierie de l'invisible. C'est l'optimisation implacable de notre environnement, c'est la compréhension fine de nos pics de dopamine, et c'est ce basculement vital d'une mentalité basée sur les objectifs vers une mentalité d'identité. Œuvre forge la personne qu'on devient. Ce qui détruit définitivement l'illusion de notre petit montage hollywoodien du début. Il n'y a pas de musique épique. Le vrai changement, il est silencieux. Il se passe tout au fond de cette vallée de la déception quand le glaçon emmagasine l'énergie sans fondre. C'est un travail de l'ombre. Exactement. Mais quand on sait à quel point ces micro-ajustements agissent selon la loi implacable des intérêts composés pour façonner qui on devient, ça nous laisse avec une vraie réflexion introspective pour terminer. Je t'écoute. Quand on observe nos propres actions quotidiennes, quel est ce minuscule bulletin de vote comportemental qu'on a peut-être déposé de manière totalement automatique ce matin même et qui est silencieusement en train de dicter, degré par degré, la trajectoire inévitable de nos 10 prochaines années? Je vous laisse méditer là-dessus. À la prochaine.